Bonjour à tous, bienvenue sur mes coups de cœur littéraires, qui ne sont pas tous forcément des coups de cœur d'ailleurs, enfin c'est plutôt mes découvertes livresques. Alors, aujourd'hui, je vous aurais bien conseillé une séance de yoga, avant de vous parler de ce bouquin. Mais bon, je vais enchaîner directement parce que sinon ça va être long. Et je pense que comme tout le monde, vous avez envie de savoir de quoi il s'agit. Alors c'est la chronique du roman Le Soleil d'Icare de Frédéric Félix Perret. Livre qui m'était totalement inconnu, ça je vous l'avoue, jusqu'à ce que l'auteur, avec beaucoup d'égards et beaucoup de politesse d'ailleurs, me l'a proposé. Donc, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai accepté. Je sais pas si j'ai bien fait, parce que c'est un roman dont je ne sais dire si je l'ai apprécié ou pas. Et vous allez voir, vous allez comprendre mon ambivalence dans ce que je vais vous raconter. Mais je vais essayer de parler très lentement pour que vous puissiez rester bien ancré dans ce qui vous entoure et ne pas vous laisser trop embarquer par ce que je vais vous raconter. Alors je n'ai pas forcément regardé dans quelle catégorie on avait classé ce bouquin. Pour moi, c'est un thriller fantastique à la frontière du réel et de la folie. Alors ça peut être aussi de la science-fiction. Il a été publié le 28 juin 2024 aux éditions Terre Noire, que je ne connaissais pas, et c'est un projet intéressant, donc je vais vous mettre le lien. Le Soleil d'Icare de Frédéric Félix Perret, on peut pas dire FFF. Non, c'est un roman inclassable, c'est déroutant, c'est profondément immersif, mais pas forcément dans le côté positif du terme. Et donc entre thriller psychologique, délire hallucinatoire, réflexion philosophique sur notre époque, je dirais que ce récit à la première personne, enfin c'en est un d'ailleurs, il prend la forme d'un journal de bord totalement halluciné, celui de Rama van Mertens. D'ailleurs, j'ai en faisant la chronique, comme j'avais surligné pas mal de passages, j'ai une question à poser à l'auteur. En fait, dès le départ, le cadre est posé. Dès les premières pages, il n'y a pas de blabla inutile en début de roman. Un homme trempé, visiblement en fuite, se réfugie dans un hôtel en Corée du Sud. Alors minuit sonne et il barricade la porte, s'assure qu'aucune caméra ne l'observe et commence à écrire. Je vous passe la manière dont il s'assure, si un jour on peut être sûr, de ne pas être surveillé. Et qu'est-ce qu'il nous livre ? Eh ben, les confessions désespérées et acides d'un homme en guerre contre le monde et peut-être contre lui-même. Je vais quand même préciser quelque chose avant de continuer, c'est que quand j'utilise le terme immersif, c'est vraiment dans le côté, comment vous dire, où certaines
certaines curiosités ou esprits mathématiques ont un besoin de tirer les choses au clair. C'est vrai que il y a quelques années déjà, je jouais aux échecs et c'est plus obsessionnel qu'immersif en fait. C'est vrai que j'ai mal utilisé le terme, donc ça présente un petit peu le contexte de ma lecture et du bouquin. Après, ça ne reflète vraiment que mon avis et d'ailleurs je crois que chaque lecteur va en sortir quelque chose de vraiment différent. Alors le personnage principal, donc celui qui a un peu halluciné là, c'est Rama van Mertens. Pour moi, c'est un anti-héros particulièrement cynique et qui m'a semblé au bord du gouffre. Au cœur de ce roman, c'est un roman intense, hein. C'est vrai que on a Rama. Bon, je dirais que c'est un personnage principal. Il est aussi fascinant que déconcertant. D'où mon ambivalence littéraire. Il est âgé de 40 ans. Il se décrit lui-même comme un misanthrope lucide. Faites-vous une idée là-dessus. Un être à l'intelligence aiguë et déçu par la médiocrité humaine. Alors c'est peut-être là que mon ego a été touché et que je me suis dit je sortirai de la médiocrité, j'irai jusqu'au bout. J'ai essayé de mettre un peu d'humour. Rama, il méprise la société. Il se moque de ses codes. Il tire carrément à boulet rouge sur nos illusions collectives. Et d'une plume vraiment cinglante et souvent provocatrice, il partage sa vision du monde avec une ironie mordante. Les mots de Rama sont parfois grossiers. Ceci dit, il emploie un vocabulaire qui correspond tout à fait aux situations, donc même si c'est grossier, on ne peut pas dire que ce soit pas pertinent. En tout cas, c'est souvent délirant et pourtant toujours percutant. C'est pour ça que je vous ai demandé de bien vous ancrer dans la réalité, parce que c'est quelque chose qui peut vous perdre. Alors, ce gars-là, qu'on ne connaît pas en fait au début, est-il un philosophe désabusé ou un fou délirant? C'est la question. Est-ce un génie toxique ou réellement la victime d'un système qui broie les esprits les plus sensibles? En fait, cette ambivalence crée une tension permanente qui, je suis obligée de l'avouer, fait tout le piquant de la lecture. Ce personnage, il dérange, mais d'un autre côté, il fascine. Sa lucidité, pas toujours, mais il a une certaine lucidité. Elle est enrobée de paranoïa et de psychotrope, mais elle révèle des vérités parfois insoutenables sur notre époque. Et j'ai eu le sentiment que l'auteur construisait là un protagoniste assez inoubliable, mais un narrateur peu fiable, dont le regard sur le monde nous interpelle, nous questionne et nous dérange. Et en même temps, éventuellement, par moments, m'a fichu mal au crâne. Oui. Oui, je le dis. Je vais faire quelque chose d'honnête quand même. Et il y a d'autres
ça m'a rappelé souvent quelque chose, et encore, bon, c'est encore très paradoxal, très ambivalent, parce que l'atmosphère paranoïaque et apocalyptique, elle est digne de Matrix. Et là, quand je dis ça, Matrix, c'est l'un de mes films préférés. Et qui m'a pas forcément foutu mal au crâne, mais enfin quoique. Et dès les premières lignes du roman, l'atmosphère est lourde, elle est troublante, elle est oppressante. J'ai avancé dans un brouillard mental, qui a brouillé le mien d'ailleurs de mental, où les frontières entre la réalité et les hallucinations se brouillent sans cesse. C'est impossible de faire entièrement confiance à Rama. Est-il réellement pourchassé par cette mystérieuse société Icar, ou s'agit-il d'un délire de persécution? Et d'ailleurs, cette société elle-même, existe-t-elle? C'est vrai que la question, elle reste posée. Et Frédéric Félix Ferret, il joue brillamment avec les fameux codes du thriller paranoïaque en empruntant autant à la littérature qu'au cinéma. Et cinéma, je vous en ai cité un, mais il y en a d'autres. L'univers évoque vraiment par moments le film Matrix dans cette manière de questionner la réalité, de dénoncer un système invisible et omniprésent. Et oppressant aussi. Au début du film, pour ceux qui ont vu Matrix, Neo, il sait pas trop où il est. Hein. Bah là, c'est pareil. Moi, je ne savais pas où j'étais. Je savais plus. Et ouais, ça va rester le livre de l'année pour moi. La narration est vraiment immersive à souhait. Chaque chapitre s'ouvre sur une citation, donc c'est de la littérature, hein. Mais par contre, le style de la citation tranche avec celui du récit. Et ça crée un effet de contraste qui accentue encore plus le sentiment de fragmentation et de chaos. Alors les chapitres, ils sont denses, parfois longs, et nécessitent une lecture vraiment attentive. Je parlais d'échecs tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est... Pas moi en tout cas, alors peut-être que je suis stupide après tout, hein, ça peut arriver, mais ça m'a demandé une lecture vraiment attentive. J'avançais, je reculais, j'ai cherché des indices, j'ai tenté de recomposer un puzzle qui peut-être n'existe pas, et ce flou constant fait partie de l'expérience. C'est pas un roman qu'on lit en mode passif, parce qu'en fin de compte, c'est pour ça que je dis j'avançais et je reculais, parce que si je laissais au milieu de quelque chose, j'étais obligée de revenir au début. Donc Le Soleil d'Icar, c'est quand même un bouquin qui oblige à penser, à douter, à interpréter. Ça reste quelque chose qui est un point positif pour moi, parce que peut-être que je trouve que ça manque, que j'aime pas vraiment les histoires à l'eau de rose, et que là il y a une écriture qui a titillé mes neurones et qui explore des thématiques contemporaines, mais d'une façon indescriptible. Sur le fond, Le Soleil d'Icar, c'est un roman qui est riche en questionnements philosophiques et sociétaux, parce que dans ses écrits, ou dans ses délires, ou dans je sais pas quoi, il parle de l'environnement, de tout ce qu'on peut aborder finalement. Sous ces dehors délirants, le texte explore des thèmes actuels, comme la surveillance généralisée, parce que bon, plus ça va, plus il y a des caméras partout, la perte de repères, hein,
parce qu'en fin de compte, on est dans... Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut vous... Qu'est-ce que ça peut vous donner comme... je sais pas quoi vous donner comme exemple, mais la perte de repères, elle est... Pour moi, dans l'actualité, elle est de plus en plus présente. C'est difficile de nos jours d'avoir des repères vraiment sûrs et stables. Alors il y a la toxicomanie. Bon ben la toxicomanie, vous allez voir. Ça par contre c'est très bien détaillé. La solitude moderne, parce que c'est vrai qu'à cette époque où on a soi-disant des outils pour échanger, pour ce qu'on appelle un réseau social, il n'y a jamais eu autant de personnes seules. Donc il explore aussi le nihilisme ambiant et la quête de sens dans un monde qui semble en avoir perdu toute trace. Et Rama, malgré sa posture arrogante, enfin moi je le trouvais personnellement assez arrogant au début, hein, il semble animé par une angoisse existentielle quand même profonde. Et l'auteur là-dedans m'a confronté à mon propre malaise contemporain finalement, à travers les yeux d'un homme qui, peut-être, voit ce que je refuse encore de voir. Dans la matrice, dans le film, il y en a beaucoup qui refusent de voir. Et c'est un film qui vieillit pas. Alors, comme ça n'a rien à voir, hein, mais c'est le rapprochement que j'en fais, parce qu'il y a des hallucinations, et les hallucinations de Rama, si c'était finalement une autre forme de lucidité, et si ces élucubrations paranoïaques étaient en réalité une métaphore de notre société dysfonctionnelle. Alors, à aucun moment, le roman ne donne de réponse claire. D'ailleurs, c'est précisément ce qui le rend si puissant. Et ouais, parce qu'en fait, on aime avoir des réponses. Donc on s'acharne. Et moi, il m'a laissé en suspension, dans un entre-deux relativement dérangeant, autant intellectuellement stimulant, mais émotionnellement troublant. Et c'est vrai que l'intellectuel et l'émotionnel, on les met souvent en contradiction, et ça devrait pas. Mais là, l'air de rien, c'est un peu un stéréotype quand même, notre ami Rama. Cette œuvre, elle est déroutante, exigeante, par contre profondément marquante. J'ai eu quelques difficultés à trouver les mots qui pouvaient réellement bien présenter cette œuvre. Alors, est-ce que vous allez estimer que, bon, finalement, on s'auto-corrige pas? Est-ce que vous allez trouver que c'est bien ou pas? J'en sais rien. Mais moi, en tout cas, quand j'aurai terminé, je sais pas, je vais aller... faudra que je me détende, voyez, parce que le Soleil d'Icare, c'est pas une lecture facile. Alors c'est déjà pas une lecture facile, mais quand on le chronique, et moi j'aime bien faire les choses correctement, donc du coup je suis revenue sur mes notes. Voilà. C'est un roman qui est exigeant, qui est complexe,
et qui a beaucoup joué avec mes repères et mes certitudes. À la fin, c'était plus que compliqué. Et je m'y suis perdue. Donc comme je vous dis, je revenais sur des passages, je surlignais, j'ai beaucoup douté. Et puis surtout, j'en suis pas ressortie indemne, j'ai toujours autant mal au crâne. Et Frédéric Félix Ferret, il a signé quand même une œuvre originale, atypique, mais à mon avis, qui ne cherche pas à plaire, mais à percuter. Et ça fonctionne. Ça percute. Je sais pas si je peux conseiller ou pas ce roman. Je crois que c'est à chacun de se faire vraiment une idée. Parce que, de mon point de vue, c'est un roman qui ne plaira vraiment pas à tout le monde. Il a ce pouvoir rare de hanter l'esprit, une fois la dernière page tournée. Et quand je dis hanter, c'est vraiment. C'est un texte qui invite à la relecture. Parce que c'est vrai que maintenant que j'ai le final, il fera l'objet d'une relecture. Donc vous voyez, il y a une espèce d'acharnement. Il regorge de niveaux de lecture et de références qui sont implicites. C'est un labyrinthe mental. C'est un miroir brisé de notre époque. Et un cri solitaire dans un monde sourd. C'est... Et je suis certaine que en le relisant, en n'ayant pas le côté chroniqueuse, ce sera une lecture que je reprendrai comme ça, je pense que j'y verrai autre chose. Moi, je vous en reparlerai hein, si vous voulez. Lecture 2, lecture 3. Enfin, en résumé, c'est quand même une plongée hallucinée dans l'esprit d'un misanthrope vraiment génial. On ne peut pas dire autre chose. Donc, il est paru le 28 juin 2024. Alors, la version brochée fait 264 pages. Et ben, je vais vous dire, ça m'a paru beaucoup plus long que ça. Moi, je l'ai mis dans le thriller fantastique et l'autofiction paranoïaque. Mais je pense qu'on peut le mettre un peu partout. Alors, je l'ai lu au format Kindle parce que c'était un service presse. Je remercie vraiment l'auteur d'avoir d'avoir réveillé mes neurones, de les avoir torturés aussi. Mais ça reste quelque chose d'intéressant. Et c'est à lire si vous aimez les romans qui bousculent, les narrateurs ambigus, les récits à la frontière du réel et de la folie, ou alors si vous cherchez une lecture qui vous fera sortir de votre zone de confort, parce que bon, évidemment on peut jamais avoir lu tous les bouquins. Bon alors celui-là, sérieux, j'en avais pas lu des comme ça avant, ou alors à une autre époque, quand j'étais en cours et qu'on me collait des lectures sur la psychologie, sur existe-t-il des gènes du comportement, où effectivement ça vous torture quand même un peu les neurones. Et par contre, évidemment, ça ce sont des bouquins qui sont pas forcément grand public, là ça en est un. Donc j'aimerais bien avoir vraiment le retour détaillé d'autres lecteurs, puisque j'en ai pas vu tant que ça. Ah, peut-être qu'ils n'ont pas osé le dire, je sais pas. En tout cas, c'est la chronique que j'en fais. Et il y a beaucoup de détails que j'aurais pu inclure, y compris dans des extraits ou des choses comme ça. Je ne le fais pas parce que je préfère vous laisser le découvrir. En général, alors j'ai pas vérifié, mais sur le site Amazon, on peut toujours lire le début. Enfin, il y a toujours une prélecture. Comme ça, si ça vous plaît pas, ben vous l'achetez pas.
Et c'est un truc que je trouve pas mal chez eux, donc je le dis. Donc voilà. Alors, si vous voulez savoir ce que je vais faire maintenant, bon, je vais mettre évidemment cette chronique en ligne. Je vais tout programmer et après, qu'on ne me reparle pas de ce genre de choses avant un bout de temps. Quoique, j'ai l'impression que je me suis embarquée dans une série là de bouquins bien compliqués et qu'on lit pas comme ça. Je pense que entre deux, j'essaierai de m'en mettre un où je comprends tous les mots et parce que c'est mieux, et puis qui me fera rire. Ou en audio, tiens, c'est bien. Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai un livre audio en cours. Je vais faire ça entre deux. C'est vraiment pas mal. Ça permet de soulager aussi, parce que à force, mon cerveau, il va finir par péter. Il y a quelque chose qui a explosé à l'intérieur. Alors voilà, j'espère que je vous ai pas trop filé mal au crâne. Ma chronique était un petit peu longue, mais je voulais quand même détailler au mieux ce retour de lecture que je vous propose, et j'espère vraiment que vous l'avez plu, qu'il vous a plu, et voilà, hein. Moi ça va plus du tout. Faut vraiment pas hésiter à m'écrire, à me donner vos retours. Vous avez pas aimé, vous avez le droit. Vous avez aimé, c'est bien. J'aimerais savoir ce que vous avez vraiment aimé et ce que vous en avez compris et reçu. C'est toujours génial. La lecture, ça reste génial parce que surtout quand c'est un partage. Voilà. Donc j'aime partager et pas lire dans mon coin, chroniquer toute seule et et puis finalement ne pas avoir d'autres retours. Je trouve ça dommage. On va faire un groupe de lecture. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Vous aurez la chronique rédigée lundi sur mon blog comme d'hab. Et bon courage, hein. En attendant, moi je vous souhaite bien les belles choses et je vous dis à la prochaine.